Et je te souhaite la bienvenue dans ce nouveau podcast. Quel plaisir de te retrouver. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser aux grands noms de ce monde. Pourquoi? Parce que c'est le meilleur moyen, par l'inspiration, de t'aider à créer ton empire et surtout, dans un monde où on est rempli de concurrence, où on est dans une surabondance de contenu, une surabondance d'offres, où tout le monde fait exactement la même chose, eh bien, comment te démarquer? Comment te démarquer et faire un nom? Comment te démarquer et faire ton nom et faire en sorte, puisqu'on est sur business de la connaissance, de rendre ton entreprise lucrative et surtout qu'elle crée des bases pour un beau succès à long terme. C'est donc le sujet du jour et je suis à Florence en Italie. Si tu as suivi mon Instagram, tu le sais. Et donc, qui dit Florence, qui dit Renaissance, qui dit passion à Nico, on dit que nous allons parler justement des personnages, des grands personnages de la Renaissance et nous allons voir les fameux 3 principes. Alors j'ai marqué 3 plus 1 parce que le 4e, c'est plus une vertu qui va être en lien avec ces 3 principes-là qui ont fait le nom de ces personnes. J'ai nommé Dante Alighieri, Leonardo da Vinci, Machiavelli, Niccolò Machiavelli, Galileo Galilei, Michelangelo Buonarroti, Botticelli, Brunelleschi, Cosimo de Medici, enfin bref, toute la famille Médicis et bien d'autres encore. Donc là, tu vois, je te les ai nommés à l'italienne, mais j'imagine que tu les as reconnus à la française. Rappelons-nous quand même d'une chose qui est quand même clé, c'est que les personnages que je viens de te citer ici sont des personnages qui ont vécu il y a environ 500 ans, voire un petit peu plus. Et aujourd'hui, on connaît encore ces noms. On regarde les tableaux de certains d'entre eux, Léonard de Vinci, Michel-Ange, Botticelli, Verrocchio et bien d'autres. On a de grandes innovations scientifiques, notamment avec les découvertes, ou du moins la mise en avant de ce qu'a fait Galilée. On a aussi d'autres encore lisent et étudient avec grande érudition les poèmes de Dante. Et la famille Médicis, forcément, même si tu ne sais pas forcément qui ils sont, tu connais leur histoire. Donc, toutes ces personnes-là, et bien d'autres encore, parce que là, on s'est focalisé sur la Renaissance, mais on peut aller beaucoup plus loin, ont 3 principes, ont mis en place 3 principes qui leur ont permis de se différencier des autres. Si je prends ne serait-ce que les peintres de l'époque, eh bien, il faut savoir qu'à l'époque de la Renaissance, il y avait énormément de peintres, tout particulièrement dans cette belle ville où je suis en train d'enregistrer le podcast, qui est Florence, qui était vraiment le berceau, la naissance, la capitale même, n'ayons pas peur de le dire, de la Renaissance. Alors, quels sont ces 3 points? Avant cela, pourquoi? Pourquoi mettre en application ces 3 points? Eh bien, c'était en discutant avec un ami, j'étais sur la place qui est juste à côté de la Galleria degli Uffizi, à Florence toujours, et devant moi se dressaient de nombreuses statues de ces grands noms. J'adore cette place, parce on va retrouver les statues, notamment de tous les noms que je t'ai cités là, mais pas seulement. Et ça m'a parlé parce que lorsque mon ami me parlait de sa problématique en question, j'ai eu une espèce de flash, une espèce de révélation, et je me suis dit, mais arrête de faire comme les autres. Arrête de faire comme la moyenne. La moyenne, excuse-moi l'expression, mais elle tend vers la médiocrité. On va revenir d'ailleurs sur ce mot de médiocrité un petit peu plus loin. Et pour pouvoir se démarquer, il faut viser l'excellence. D'ailleurs, ça, on va en reparler juste après. Donc de là, je me suis dit, qu'est-ce qui fait que ces personnes-là, que ces statues qui sont présentes devant moi, qu'est-ce qui fait que ces personnes ont leur statut alors que d'autres ne l'ont pas eu? N'y a-t-il pas un lien entre ce qu'ils ont fait eux et ce que l'on fait aujourd'hui dans notre monde actuel? Donc si aujourd'hui tu as embêté face à toute la concurrence qui est présente, si tu te rends compte que finalement tout le monde est plus ou moins fade, et au-delà de ça qu'il y a une surabondance véritable de contenu, eh bien sache une chose, c'est que c'est vrai, c'est une réalité. Tu peux pas savoir sur Instagram le nombre de personnes qui m'ajoutent qui a un compte Instagram avec des citations. Pourquoi? Parce que quelqu'un un jour a dit les citations ça marche. Sauf que ces comptes Instagram ne peuvent pas amener à un business pérenne.
Peut-être qu'un ou deux, tu vas trouver quelques cas particuliers, mais ça restera vraiment des cas particuliers. Et c'est souvent des précurseurs. Donc là aussi, on va revenir sur ce point-là qui est lié. Donc on va se démarquer face à tout cela. Et en même temps, là, on a des principes qui marchent. Donc pourquoi ne pas les appliquer? Mais en même temps, si j'applique ces principes-là, eh bien, je me rends compte que finalement, eh bien, je vais être comme tout le monde. Et je ne vais pas être remarqué parce qu'il y en a qui font ça depuis 6 mois, 1 an, 2 ans, 3 ans, et qui ont des résultats qui sont largement supérieurs aux miens. Donc comment faire? Comment faire face à cela? Est-ce que les marchés sont complètement saturés? Il y a certains marchés qui le sont particulièrement. Tu vois, par exemple, moi, sur le business de la connaissance, je sais qu'il y a de nombreux acteurs, et tu les connais peut-être, tu as peut-être déjà vu, qui sont sur mes secteurs d'activité. Alors, comment est-ce que j'ai réussi à me différencier? Et comment j'ai réussi à faire ma plus-value qui fait que j'ai réussi à créer sur business de la connaissance un business rentable? En plus de mon autre business que tu connais qui est lié à l'énéagramme. Mais ça, c'est un autre sujet, quoi qu'on en parlera peut-être un peu. Donc voilà, tu vois que là, on a beaucoup de problématiques. Et en fait, sur toutes ces problématiques-là, on va trouver aujourd'hui sur ce podcast des réponses claires, nettes et précises. On va retrouver des réponses au travers de ces fameux 3 principes. Pourquoi? Parce que toutes les personnes qui ne performent pas ou qui sont moyens, et toute la concurrence, et surtout 95 voire 98-19% des personnes qui se lancent dans un business qui est le tien, quel que soit ton business, eh bien, vont tous faire la même chose et surtout ne pas mettre en place ça. Donc ce que je vais te dire là, si tu le mets en place, si tu le mets véritablement en place fortement, avec le travail nécessaire, ça on reviendra sur le 4e principe, la 4e vertu plutôt, eh bien, tu vas pouvoir vraiment faire une différence colossale. Alors, on rentre dans le détail. Là, maintenant qu'on a expliqué la problématique, allons voir le tout premier de ces principes. Le premier principe est qu'ils puisent tous leur savoir ailleurs. Oui, tous, absolument tous les noms que je t'ai cités là. Et là où ils puissent leur savoir, c'est tout particulièrement pour une majorité d'entre eux, l'Antiquité. Pourquoi? Parce que la Renaissance, donc ça c'est plus d'un point de vue historique, c'est la redécouverte de savoirs perdus, de savoirs et d'art perdus à l'époque de l'Antiquité gréco-romaine. Quel est le lien avec justement notre actualité et le business en général? Eh bien, si tu regardes, tous les acteurs de ton métier vont prendre des sources actuelles. Absolument tous vont se référer sur ce qui est nouveau, sur ce qui est tendance. D'ailleurs, le mot nouveau, tu l'as peut-être déjà vu, tu as peut-être déjà succombé à ce mot-là, comme moi. La nouvelle méthode, la nouvelle technique, la nouvelle astuce, les nouveaux principes, et ainsi de suite. Sauf que nouveau ne veut pas forcément dire mieux. Loin de là. Et c'est très présomptueux de se dire que finalement, on est en train de tout réinventer aujourd'hui. Que nos ancêtres, qui d'il y a 500, 1000 ans, 2000 ans, 4000 ans, 6000 ans, voire plus, n'aient pas eu l'idée, n'aient pas eu l'impression, n'aient pas eu le ressenti de ce que l'on découvre ici. On peut le voir d'ailleurs notamment au travers de la psychologie. Pendant de nombreuses années, j'ai été passionné, je le suis encore aujourd'hui, mais à moindre mesure, j'étais passionné par toutes les découvertes autour de la psychologie. C'est pas pour rien que je me suis formé et que j'ai enseigné sur la PNL, la programmation neurolinguistique. Mais au-delà de ça, tout ce qui est science, tout ce qui est persuasion, tout ce qui est psychologie cognitive, psychologie sociale, étaient des sujets qui me passionnaient. Sauf que si on regarde à l'époque des philosophes de différentes périodes historiques, l'Antiquité mais pas que, on va le trouver dans plusieurs périodes, eh bien on va retrouver ces savoirs qui étaient déjà présents, sous des formes différentes, sous des noms différents. Qu'est-ce que l'on a inventé? Effectivement, donc il serait idiot de nier les nouvelles découvertes, les nouvelles choses que l'on a aujourd'hui. Sauf que, eh bien, il serait aussi, tout aussi, on va pas dire idiot, mais tout aussi dommage de ne pas s'intéresser à plus de 2000, plus de 5000 ans d'histoire. Il y a beaucoup de choses à regarder. Pourquoi est-ce que je suis passionné d'histoire d'après toi? Parce qu'elle m'inspire. Et d'ailleurs, c'est le sujet de ce podcast finalement. C'est je m'inspire
de personnages de la Renaissance. Donc je vais puiser mon savoir ailleurs. Et donc, si tu regardes tous tes concurrents, eux, ils vont tous prendre des sources actuelles. Ça, on le sait. Sauf que il y a beaucoup de choses à aller voir ailleurs. Si on prend Machiavel, ne serait-ce que lui. Donc c'est quelqu'un qui a innové dans le domaine de la philosophie politique. C'est d'ailleurs pour ça que son œuvre a été aussi sulfureuse, aussi à l'époque d'une papauté qui avait quand même beaucoup de pouvoir et beaucoup d'influence. Bon, je ne vais pas rentrer un peu plus dans les détails, mais avec l'époque de la réforme de Luther et tout ça, le genre décrit tel que pouvait l'apporter Machiavel n'aidait pas du tout l'Église. Donc c'est pour ça qu'il y a eu une espèce de chasse aux sorcières vis-à-vis de son œuvre. Mais pour reprendre le fond de son œuvre, il s'intéresse à quoi? Il s'est intéressé aux guerres, aux conflits, aux stratégies. Et si on lit bien son œuvre, on va regarder notamment des exemples. Alors je parle tout particulièrement du Prince de Machiavel, mais pas que. Mais on va retrouver des exemples de stratégies politiques qui dataient de l'Antiquité romaine. Il me semble qu'il parlait de Sylla ou de Caligula. Bref, on se rend compte qu'il n'est pas resté juste sur ses contemporains et il est allé beaucoup plus loin. Il a d'ailleurs écrit des ouvrages sur l'histoire de Florence, donc inutile de se poser la question, est-ce qu'il s'en est inspiré pour créer le prince? Du moins de ce savoir-là, il est clair que oui. Léonard de Vinci maintenant. Léonard de Vinci, donc au-delà de l'Antiquité, eh bien, il s'est intéressé à des savoirs qui étaient ailleurs. Mais ailleurs, non pas seulement sur les mêmes domaines d'expertise, et c'est ça qui a fait son génie, il s'est intéressé à des domaines d'expertise radicalement différents, notamment la nature. Il observait sans arrêt la nature. Et beaucoup de ses découvertes, beaucoup de ses inspirations étaient liées à la magie des lois naturelles. De même, il s'est beaucoup intéressé à l'anatomie et au corps humain. On ne le sait pas trop, mais il a beaucoup disséqué de cadavres, Léonard de Vinci. Bon, c'est un truc. On aime ou on n'aime pas, mais bon, c'est un truc. On va pas juger. Et donc, Léonard de Vinci s'est beaucoup intéressé sur le corps humain et a mis en application sur d'autres domaines des choses qui sont liées à la nature, au corps humain, mais pas que. De même, dans ses peintures, il a utilisé des techniques qui sont au-delà du domaine de la peinture. Brunelleschi. Alors, tu ne connais peut-être pas Brunelleschi, moi c'est un personnage qui me fascine. C'est celui qui a créé le dôme que tu vas retrouver sur la cathédrale de Florence. Alors, tu tapes sur Internet Duomo Florence et tu vas comprendre vite l'étendue du travail. Et surtout, petit détail technique et non des moindres, c'est que ce dôme, il était impossible à créer avec les méthodologies et avec les techniques de l'époque médiévale. Donc Brunelleschi, mais surtout les architectes de Florence étaient très embêtés avec ça parce que la dimension du projet était tellement grande que finalement on s'est dit bon ben on va faire un dôme puis on verra plus tard, on trouvera forcément une solution. Sauf que personne n'a trouvé. Donc Brunelleschi s'est intéressé tout particulièrement au Panthéon. Donc pas celui de Paris, il n'existait pas encore, mais celui de Rome. Et donc à des techniques architecturales qui datent de l'Antiquité romaine. Et c'est là qu'il a réussi, avec cette redécouverte-là, à créer cette innovation, cette prouesse technique qui est juste hallucinante. On a la famille Médicis aussi. La famille Médicis avec, donc, on va dire, l'ancêtre, l'un des précurseurs Cosme de Médicis, mais aussi Laurent de Médicis. Mais pas que. Ces personnages-là se sont beaucoup intéressés aux arts, au savoir. Et donc, dans toute leur mise en application de la politique, des finances et de la gestion de l'État, ils se sont bien intéressés à d'autres sources de savoir. Pour en venir à toi, quelles sont les sources de savoir que tu peux utiliser, qui sont au-delà de ton domaine d'expertise ou qui vont bien plus loin? Beaucoup parlent de copywriting, l'art d'écrire pour vendre. Or, ce que peu savent, sauf vraiment des copywriters vraiment chevronnés, c'est que les meilleures techniques sont liées à des publicitaires, notamment Ogilvy, dans les années 50-60 aux États-Unis, et même des personnes qui écrivaient des lettres en public postage. Et donc, on va chercher des nouvelles techniques, liées au web, alors que finalement, dans l'écrit papier, on a toutes les informations.
Si tu t'intéresses par exemple au domaine de la persuasion, de l'influence, eh bien, pas forcément besoin de lire des bouquins qui sont assez récents, comme Cialdini ou autre. Va voir L'art d'avoir toujours raison d'Arthur Schopenhauer. Là, on remonte à peu près 200 ans liés à cette époque, et pourtant, on a un traité qui est d'une puissance et d'une mise en application redoutable. Pour aller sur d'autres domaines, des grands chefs d'État ont reconnu lire Le Prince de Machiavel, mais pas que. Ils ont également reconnu lire L'art de la guerre de Sun Tzu, qui, pour rappel, est un livre qui date, alors c'est difficile à tracer, mais qui date de plus de à moins 600 à peu près avant Jésus-Christ. Tu te rends compte, moins 600 avant Jésus-Christ, des chefs d'État actuels, plutôt que de regarder le dernier bouquin à la mode qui est sorti dans le rayon stratégie politique de la FNAC, ils vont aller chercher des livres qui datent de plus de 2600 ans. C'est qu'il y a quelque chose, c'est qu'il y a une raison. Donc, je répète, puise le savoir ailleurs. D'ailleurs, j'ai oublié de te dire un point important au début. Donc, là, je suis en train de te citer les 3 plus 1 principes, les 3 principes et la vertu. Mais sache qu'à la fin de ce podcast, reste bien jusqu'à la fin une fois que tu as les 3 principes, parce qu'on va revenir dessus et je vais te donner une question puissante à mettre en application pour toi pour faire la différence. Allez, on passe à la suite et au principe numéro 2. Quel est donc ce principe numéro 2 ? Eh bien, il est simple, c'est que toutes ces personnes sont dans la recherche d'excellence. Et oui, en plus de puiser leur savoir ailleurs, ce sont des personnes qui sont des maîtres, des véritables maîtres de leur art. Donc je te le dis, je te le redis, recherche d'excellence. Pourquoi ça va faire la différence dans le monde actuel et la concurrence et la surabondance de contenu que tu as aujourd'hui ? Je te parlais des comptes Instagram de citations, où on revoit toujours les mêmes citations d'Henry Ford et autres. Tu vas me dire, ouais, mais Nicolas, si on va sur ton compte Instagram, on voit des citations aussi. Sauf que mes citations, ce n'est pas les citations que tu vas avoir partout. D'ailleurs, il y a peu de chances que tu les trouves sur un autre compte Instagram, Facebook ou autre. Et c'est là que vient cette clé de recherche d'excellence. C'est se différencier, donc en puisant les choses ailleurs, comme le point 1, mais en cherchant à faire mieux que les autres, et surtout mieux que soi. Il y a un concept qui m'énerve énormément. Je ne sais plus d'où il sort, je l'ai réentendu sur une vidéo YouTube il y a quelques mois de cela. C'est un concept, me semble-t-il, qui vient de la semaine de 4 heures, de Tim Ferriss. Donc, livre qui est intéressant, mais bon, il y a pas mal de choses à débattre là-dessus. Mais c'est un livre intéressant. Si tu as l'occasion de le lire, lis-le. Donc, j'avais lu ce livre il y a une dizaine d'années, et dedans, il me semble bien que c'est dans ce livre-là, il était dit « Lis 2 livres et tu en sauras plus que 98% de la population ». Et de là, j'en reviens à cette vidéo YouTube qui dit si tu veux vivre de ton activité, fais une formation en ligne sur un sujet que tu connais. Il suffit juste que tu aies lu 2 livres sur le sujet et puis tu en sauras plus que 98% de la population et tu pourras les aider. Sur le fond, c'est vrai. Tu en connaîtras 98% de plus que la population. Sur le fond, tu vas leur apporter des choses qu'ils ne connaissent pas. Sauf que pour moi, c'est jouer aux apprentis sorciers. Je le redis, c'est jouer aux apprentis sorciers. Et c'est une approche qui est plutôt inconsciente. Au-delà de ça, dis-toi que beaucoup de concurrents dans ton domaine sont, j'allais dire le mot amateur, mais c'est pas tout à fait ça, parce que le niveau d'expertise est un peu supérieur à l'amateurisme. Sauf qu'il ne vole pas bien haut. Et c'est là où c'est génial pour toi. C'est là où c'est une opportunité de fou. Parce que si toi, tu élèves les standards un peu au-dessus de tous tes concurrents, qu'est-ce qui va se passer ? Quand plus de la moitié de tes concurrents font des choses moyennes et que toi, tu fais des choses un peu mieux que la moyenne, qu'est-ce que tu vas faire ? Tu vas déjà mettre à l'amende plus de 50% de tes concurrents. Mais on ne va pas s'arrêter là, parce que nous, on est là pour bâtir un empire, encore une fois. On est là pour faire de grandes choses. Donc, qu'est-ce qu'on va faire ? Eh bien, on va aller jusqu'à l'excellence. Donc, dis-toi que le fait que tout le monde soit sur une façon d'agir
une façon de créer plutôt moyenne, eh bien, ça va être une vraie opportunité pour toi. Allez, on reprend nos exemples pour te faire la preuve par exemple. Notre ami Brunelleschi, dont je t'ai parlé du Duomo, il y a un épisode que j'adore qui est très connu, alors je ne sais pas si c'est légendaire ou pas. Il y avait différents architectes qui proposaient différentes solutions qui étaient plus ou moins abracadabrantes et plus ou moins amateurs pour certains d'entre eux pour justement arriver à créer ce fameux dôme. Et Brunelleschi est arrivé et leur a dit « Moi je sais, j'ai trouvé la solution ». Et les autres architectes disent « Ah oui, montre-le-nous ». Et là il leur dit « Ben non, si je vous le montre, eh bien vous pourrez le faire. Donc moi je perdrai le chantier ». Et donc les autres architectes, de façon un petit peu orgueilleuse, lui ont dit « Bon ben ok, super, mais alors qu'est-ce qu'il va faire qu'on va te croire ?» Et Brunelleschi sort un œuf. Il pose l'œuf sur la table. L'œuf tombe, tu vois, l'œuf se balance, et il dit « Est-ce que l'un d'entre vous est capable de faire tenir cet œuf debout ?» Alors, les architectes se marrent et lui disent « Oui, mais attends, quel est le rapport entre l'œuf et ce dôme ?» Brunelleschi leur dit « Est-ce que l'un d'entre vous sait faire tenir cet œuf debout ?» Alors, il y en a un ou deux qui essayent vainement de mettre l'œuf en équilibre, sans y arriver. Et puis l'un d'entre eux, un peu énervé, lui dit « Ben vas-y, toi qui es si malin, explique-nous comment tu fais. » Brunelleschi prend l'œuf, il prend une petite cuillère et il tapote sur le cul de l'œuf. Donc il le fissure, et là, du coup, comme il crée une surface un peu plane, il le pose. La plupart des architectes disent « Ah ben oui, ok, d'accord, c'est facile. Ben, si on avait su, on aurait fait pareil, quoi. Il suffit juste de faire ça. » Brunelleschi dit « Exactement. C'est facile de le faire quand on sait comment le faire. C'est facile de le faire quand on sait comment le faire. Sauf que la plupart ne le savaient pas. » Et c'est cette notion-là de lire ces fameux 2 livres. Finalement, dans des livres, tu vas lire ce que les autres savent faire. Mais est-ce que toi, tu sais faire des choses ? Et là où Brunelleschi a fait la différence, c'est justement par cette preuve d'excellence. C'est-à-dire qu'il était capable, il savait, il avait le savoir, mais il le maîtrisait. Il le maîtrisait au point de pouvoir aller un petit peu confronter certains architectes. Michelangelo Buonarroti, qu'on connaît tout particulièrement pour son œuvre, le David, le fameux David. Eh bien, savais-tu que, et pas que le David, on va parler de la chapelle Sixtine juste après, savais-tu que le David, il lui a fallu 3 ans pour réaliser cette œuvre sur un seul bloc de marbre? Combien de sculpteurs ont mis 3 ans à réaliser une œuvre? Combien de sculpteurs? De même, sur la chapelle Sixtine, il a passé plusieurs années. Il a travaillé comme un acharné. Il a très peu délégué. On connaît le chef-d'œuvre que c'est aujourd'hui. Michelangelo a même travaillé dans la douleur. Ça apparaît de façon régulière dans son œuvre et dans sa façon de créer. Mais c'est quelqu'un qui a dépassé cette douleur, qui l'a transcendée pour aller jusqu'à l'excellence. Alors bien évidemment, on n'a pas besoin d'aller jusqu'à la douleur pour faire de grandes choses, mais inspire-toi de lui, inspire-toi de ce qu'il fait. On a aussi le peintre Botticelli qui, pareil, sur ses tableaux, eh bien, a recherché sa muse, et sa muse qui était la femme alors, c'est pas Amerigo Vespucci, mais son oncle, je crois, l'oncle d'Americo Vespucci. Sa femme, donc, a été la muse de Botticelli. Et il a peint de nombreux tableaux avec cette fameuse femme avant d'arriver jusqu'à la naissance de Vénus. Et c'est cette excellence-là, c'est cette recherche d'excellence. Tu dois rechercher l'excellence dans tout ce que tu fais. Tu dois rechercher l'excellence. Regarde la Joconde de Léonard de Vinci. Elle fait preuve d'excellence. Regarde les connaissances de certains d'entre eux. Dante aussi, son œuvre, la Divine Comédie. Si tu t'intéresses un peu sur cette œuvre-là, c'est pas juste quelques poèmes qui vont parler de l'enfer, du purgatoire et du paradis. Non. Dans chacun de ces poèmes, il y a une recherche historique très forte. On en revient avec le point numéro 1, de puiser le savoir ailleurs. Il y a des métaphores qui sont présentes et il y a un sens un petit peu plus profond.
que le simple sens littéral. Que de travail créé, que d'efforts pour arriver à marquer l'histoire par une œuvre poétique qui est la référence en Italie. Un de mes films préférés, c'est Le Prince de Machiavelli, non pas Prince, Le Parrain de Mario Puzo. J'adore ce film. C'est même pas un de mes films, c'est mon film préféré. Et en fait, moi, ce que j'adore sur ce film-là, c'est les détails. Il y a énormément de détails. Ce qui fait que si tu le regardes plusieurs fois, le film Fight Club, c'est pareil. D'ailleurs, il fait partie aussi de mon panthéon. C'est des films, chaque fois que tu vas les revoir, tu vas avoir une lecture différente. Ou tu vas avoir des détails que tu n'avais jamais vus jusqu'alors. De même, Le Parrain, si tu lis l'œuvre de Mario Puzo, le film c'est de Coppola, petite erreur. Si tu lis l'œuvre de Mario Puzo, tu te rendras compte qu'il y a des détails qui ont été mis dans le film qui sont inexplicables dans le film et qui pourtant trouvent tout leur sens dans l'œuvre de Coppola. Dans l'œuvre de Mario Puzo. On va y arriver entre Coppola et Mario Puzo, je me confonds, je m'en excuse par avance. Mais tout ça pour te dire que finalement, en fait, si tu regardes, il y a plein de films qui sortent. Combien de films sortent tous les ans? Combien de films? Et combien parmi eux marquent l'histoire? Alors certes, il y a certains blockbusters, mais combien parmi ces blockbusters, eh bien, laissent véritablement une trace? Très très peu d'entre eux. Et Le Parrain et Fight Club font partie de ces films-là. D'ailleurs, le Fight Club a bien marché à sa sortie, mais ça n'a pas été un blockbuster outre mesure, hein, que l'on soit clair. Donc voilà pour le point numéro 2. Là, encore une fois, à la fin de ce podcast, on va voir les questions clés sur ce point numéro 2. On en vient au point numéro 3. Et oui, j'élève un peu la voix pour te réveiller. Le point numéro 3, à ne pas confondre avec le point numéro 1, qui pour rappel était puiser le savoir ailleurs. Donc là, on était en train de rechercher des sources de connaissances ailleurs, sur des domaines externes ou un peu plus anciennement, historiquement, sur nos domaines de prédilection. Le point numéro 3, c'est quoi? C'est innover. Faire de l'innovation. J'en reviens ici à mes citations Instagram qui est tellement ce qu'il ne faut pas faire. Du moins le compte où il n'y a que des citations Instagram dessus. Par pitié, ne fais pas ça. Et j'en reviens aussi à la plupart des vidéos qu'on va voir sur YouTube. Genre des vidéos sur comment se motiver ou autre. Mais tout le monde fait la même chose. Combien se différencie parmi tout cela? Et certes, l'innovation, on va la voir en puisant le savoir ailleurs, mais pas vraiment. C'est vraiment l'innovation en tant que telle qui va t'aider à faire ça. J'aime bien cette phrase, on parlait de Fight Club tout à l'heure. C'est marrant parce que il y a cette phrase qui dit tout est une copie d'une copie d'une copie. Et donc, tout le monde est une copie d'une copie d'une copie. Et ce qui est marrant, c'est... on peut le regarder dans le domaine du business de la connaissance, où on va voir vraiment toutes les mêmes structures, les mêmes phrases, les mêmes accroches, les mêmes tonalités de voix, même parfois. C'est hallucinant. Mais si on prend dans le domaine aussi des références du coaching, eh bien, on va retrouver plein qui vont copier Tony Robbins. Même pour dire, tous copient Robbins. Or, Tony Robbins, il a copié qui? Une chose est sûre, c'est que Tony Robbins n'a pas copié Tony Robbins pour devenir Tony Robbins. Non, Tony Robbins n'a pas copié Tony Robbins. Il est Tony Robbins parce que justement, il a innové. Certes, il s'est inspiré, certes, il a regardé d'autres personnes qui ont fait des choses équivalentes avant, comme par exemple, il s'est inspiré de tout le savoir qu'il a acquis lors de ses formations PNL avec Bandler. De même, il s'est inspiré de son mentor Jim Rohn, pour lequel il a bossé pendant un moment. Mais créer du Tony Robbins, avec la fameuse marche sur le feu, c'est le seul qu'il a créé. C'est le premier, du moins. Pas le seul aujourd'hui, puisque d'autres font les marches sur le feu, mais c'est le premier qui a créé ça. Et tous celles et ceux qui font du Tony Robbins aujourd'hui ne sont que, pour reprendre les textes de Fight Club, une pâle copie. Et tu ne dois pas être une pâle copie. Alors c'est normal au début, on va pas réinventer la roue, que l'on soit clair, je te rassure là-dessus. On va pas réinventer la roue, et comme on l'a vu sur le point précédent,
on va rechercher l'excellence. Et pour rechercher l'excellence, il est nécessaire de pratiquer, pratiquer, pratiquer. Donc c'est bien d'avoir des modèles. Mais ces modèles-là, il faut les voir pour faire ses gammes. Comme un artiste, comme un pianiste par exemple, qui va apprendre des morceaux, un pianiste, guitariste, peu importe, qui va apprendre à jouer des morceaux de Schubert, de Mozart, de Bach. Bon, au début, il va d'abord apprendre à jouer au clair de la lune, puis au When the Sense. Mais une fois que ça sera passé, il va aller à des niveaux un petit peu plus supérieurs. Et une fois qu'il aura acquis cette maîtrise-là, eh bien, il va créer. Et la création, c'est véritablement ça. C'est pas juste se dire, je vais parler de tel sujet, par exemple, comment se motiver au travail, et je vais dire la même chose que quelqu'un qui a écrit une vidéo ou qui a écrit un texte qui explique comment se motiver quand on n'est pas motivé. Tu comprends un peu ce que je veux te dire. Et si on en reprend nos personnages de la Renaissance, on va retrouver cette notion d'innovation. Léonard de Vinci, n'en parlons même pas. Il suffit de regarder tous ces codex, pour les codex et les cahiers de Léonard de Vinci, pour s'en rendre compte. Mais si tu regardes ses œuvres, ses tableaux, on va retrouver aussi de l'innovation. On a un tableau, moi, que j'adore, que tu as peut-être vu sur mon ancien appartement sur lequel j'ai rendu les clés. Et oui, je n'ai plus d'appartement. Si tu as vu mon compte Instagram, tu sais que je suis à Florence, mais quand je vais revenir faire un petit détour à Toulouse, je n'aurai pas d'appartement. Et je m'en revais en voyage, je pars 3 mois au Chili. Et puis après d'autres aventures. Bon, ça c'était la petite parenthèse. Mais il fallait que je le dise, parce que je n'en ai pas parlé en podcast, donc voilà, cette petite parenthèse étant faite, je reviens sur le sujet de ce podcast. On parlait de qui ? Je m'en rappelle plus, c'est terrible. J'en parlais de Léonard de Vinci, on parlait de Florence et de ces grands noms de Florence. Et surtout, ces grands noms de Florence, il y a toujours cette notion d'innovation. Brunelleschi a innové l'architecture. Il a même, donc Brunelleschi, pour rappel, c'est le dôme de Florence. Ah oui, je t'ai dit, moi, je trouve ce gars fascinant, donc j'en parle. Il n'est pas suffisamment connu, même s'il est connu et même s'il a sa statue devant le dôme de Florence. Il n'est pas suffisamment connu dans le monde du business de la connaissance. C'est ça surtout. Et donc, pour en venir à lui, il a même utilisé des techniques assez innovantes pour monter les charges jusqu'en haut du dôme, pour justement pouvoir le créer, au-delà de la partie architecturale. Machiavel aussi. Machiavel, notre ami Machiavel, avec la philosophie politique, il a véritablement innové. C'est un vrai conceptuel, Machiavel, véritablement. Dante aussi. Je t'ai parlé de ses poèmes qui sont un mélange de foi chrétienne, d'antiquité. C'est d'ailleurs, on le reconnaît comme l'un des personnes qui sont à l'aube de la Renaissance. Donc Dante a innové. Oui, c'est ça, c'est mon ancien appartement. Je reviens sur ça. Sur mon ancien appartement, tu as pu voir, peut-être, il y avait des tableaux au mur, et notamment un tableau qui est celui de la cité idéale. Il y en a deux même, tableaux de cité idéale, qui sont bien évidemment des reproductions. Je n'ai pas l'original, j'aimerais bien, de la cité idéale, mais je crois que c'est un peu inaccessible. Bon, bref, la cité idéale, en fait, c'est un tableau qui est intéressant parce que c'est un des premiers tableaux qui utilise la perspective dans les œuvres artistiques. D'ailleurs, on l'apprend à l'école. Je ne sais plus si c'était en 4e ou en 3e, je me rappelle de mon temps. C'était il y a bien longtemps. On apprenait à la perspective. Et la perspective est arrivée à ce moment-là. Et les premiers tableaux avec la perspective, notamment le tableau de la cité idéale, sont des tableaux qui ont marqué par ce côté innovateur. Donc tu dois innover. Qu'est-ce que tu peux faire de différent ? Galilée, par exemple, il a innové. Il a parlé. Certes, c'était des trouvailles liées à Copernic, mais sa façon de communiquer, sa façon d'en parler, sa façon de mettre ça publiquement. À l'époque de Galilée, les savoirs scientifiques restaient dans le domaine scientifique. C'était quand même un milieu assez clos. D'ailleurs, on retrouve ça encore aujourd'hui. Et Galilée a amené ça publiquement. Alors, c'est pas ça qui a fait qu'il est devenu l'ennemi de l'Église. Ça, c'est un autre sujet. On va pas rentrer dans le détail ici. Mais en tout cas, une chose est sûre, dans sa façon d'en parler, il a innové. Et ça va nous amener au dernier point. Et les Médicis aussi. Les Médicis aussi, c'était des grands mécènes.
combien de banquiers à l'époque, combien de politiques ont financé l'art, ont financé le savoir, sont allés sur une forme de générosité qui pour moi est assez exemplaire, inspirante même, pour dire le juste mot. Et ça aussi, ça fait partie de l'innovation. Parce que innover, c'est pas seulement inventer. Non, innover n'est pas seulement inventer. Innover, c'est faire quelque chose de bien, quelque chose de beau, quelque chose de meilleur. Mais meilleur pas dans le sens technique, meilleur dans le sens de la contribution. Donc là aussi, garde ceci en tête, l'innovation. Donc nous avons nos 3 principes, mais nous n'avons pas fini. Nous avons le premier principe qui est de puiser ton savoir ailleurs, le second principe de rechercher l'excellence, et le troisième principe d'innover. Donc tout cela sont les points clés qui ont fait que ces grands noms, pas seulement de la Renaissance, ont marqué le monde par leur création. Ils vont faire que tu vas pouvoir te démarquer de toute cette putain de concurrence. Je dis le mot, un mot qui est un point, généralement on finit dans le sud-ouest, moi je viens des Pyrénées. C'est pour ça que j'ai un accent si fort, comme tu peux le voir, qui est d'ailleurs un point de démarcation dont je suis très fier. Et bien dans les Pyrénées, on utilise le mot putain pour finir les phrases. Voilà, c'est pour ça que j'aime bien l'utiliser. Parenthèse fermée. Et digression fermée. Il nous manque un dernier point. C'est le comment. Comment on va y arriver. Et bien pour cela, il va nous manquer le 4e point. Et le 4e point, c'est pas vraiment un principe. C'est pas vraiment une approche. C'est plutôt ce qu'on va appeler une vertu à développer. Et pour ça, je vais en revenir, toujours à Florence, devant la cathédrale, se trouve le baptistère. Et en l'ayant visité, j'avais jamais pris le temps, c'est la 3e fois que je suis à Florence, et pourtant à chaque fois j'y reste un petit moment, j'avais jamais pris le temps de visiter le baptistère. Et en sortant du baptistère, sur l'une des portes, je m'arrête et je vois des mots marqués avec des gravures magnifiques, et je vois des mots gravés. Et parmi ces mots, il y avait donc en latin marqué l'espoir, la charité, l'humilité, et un des mots, c'était la fortaleza. Alors, la fortaleza, qui peut se faire, on va dire, qui peut avoir pour nom, pour interprétation, la force, mais pas seulement, on va avoir l'autre mot après, force d'âme, eh bien, fait partie des 4 vertus cardinales. Les 4 vertus cardinales sont la force, fortaleza, force, on va voir l'autre mot, la tempérance, la prudence et la justice. Tempérance, prudence, justice et force d'âme, qui a un autre nom. Ah, je te tease volontairement. D'ailleurs, on en avait parlé. C'était mon ami Nathanaël Ramos qui nous a fait une superbe interview sur le podcast sur le stoïcisme, que je t'invite à écouter. Il parlait spécifiquement de ces 4 vertus cardinales en lien avec le stoïcisme. Et la 4e, donc fortaleza, c'est aussi la force, donc, mais le courage. Oui, parce que bien souvent on a tendance à mettre le mot force, mais le véritable mot clé qui se cache derrière, c'est une force d'âme qui n'est autre que la vertu du courage. Pourquoi est-ce que je te parle de cette vertu-là à développer ? Bien, c'est très simple. C'est que pour puiser le savoir ailleurs, pour ne pas aller là où tout le monde va chercher le savoir, pour avoir l'audace d'aller rechercher de l'information, d'aller rechercher des sources ailleurs, bien, il faut du courage, une petite forme de courage. Pour rechercher l'excellence, tu vas me dire, il ne faut pas vraiment du courage, mais pour un Michel-Ange qui a passé 3 ans à tailler un bloc de marbre pour faire sortir son David, quand on a un Léonard de Vinci qui a passé 4 ans à peindre la Joconde, et bien d'autres encore, eh bien, il faut du courage pour aller jusqu'à l'excellence et de ne pas faire un travail qui est juste un travail moyen. Parce que c'est aussi dans la création qu'est l'excellence, pas seulement dans le fait de rechercher le savoir. Et enfin, pour l'innovation,
il faut du courage. Il faut vraiment du courage pour innover, pour oser faire ce que personne ne fait. Et j'en viens notamment à ce dernier point. Cosimo de Medici, Cosme de Médicis, donc qui est le père de la patrie, le premier Médicis politique, a fait de nombreuses réformes. Et Laurent de Médicis, son petit-fils, pareil, a fait des réformes notamment pour mettre la République florentine. Ils se sont fait beaucoup d'ennemis pour créer cette innovation. Ils ont pris beaucoup de risques, mais ils sont nécessaires. Et justement, la vertu de courage les a aidés. Et on va le retrouver sur plein de choses. Galilée aussi, justement, en se confrontant à l'Église, en continuant à maintenir la provocation. Bon, il est allé un peu à l'extrême, mais il a eu du courage. Machiavel aussi a eu énormément de courage. Machiavel est parti du pouvoir. Il a été considéré comme un ennemi de la République, à tort. Il a été torturé. Et malgré cela, par les Médicis qui avaient fui la ville, parce qu'ils avaient été chassés de la ville et qui étaient revenus quelques années plus tard. Et donc c'est à cette période-là. Et Machiavel a voulu revenir sur les sphères politiques. Et il a écrit un livre, Le Prince, pour le Laurent II de Médicis. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'il a écrit ce livre alors que lui-même a été torturé par ce nouveau pouvoir en place. Il en faut du courage. Il faut beaucoup de courage. Bon, là, c'est des cas extrêmes. Rassure-toi, on a de la chance d'être dans un monde qui est, on va dire, un petit peu plus civilisé, quoique parfois, quand on regarde la télé-réalité et bien d'autres humiliations publiques, on se pose la question de la civilisation ou certaines pratiques qui peuvent être faites. Mais bon, soit, nous sommes dans un pays, on va dire, un petit peu plus civilisé, donc on va dire qu'on a moins de risques. Alors fais preuve de courage, s'il te plaît. Si vraiment tu veux te démarquer, en fait, c'est même pas s'il te plaît. Si tu veux te démarquer, si tu veux faire quelque chose de grand, si tu veux créer quelque chose qui marque les esprits, garde ceci en tête. Tu seras forcément remarqué parce que tu seras différent. Peut-être que tu vas déranger. Peut-être que ça va pas plaire. Moi, je sais qu'il y a des choses que je dis qui sont en toute franchise, qui ne plaisent pas à certains. On me l'a dit, d'ailleurs. J'ai eu des retours comme ça. Mais c'est nécessaire pour sortir du statu quo. Et c'est cette preuve de courage qui va te permettre de créer de grandes choses, de belles choses, et de créer une activité qui sera florissante, non pas seulement sur 1 mois, 2 mois, 6 mois, 1 an, mais sur du long terme. Marquer, bâtir ton empire. Alors on n'a pas fini. Non, parce que tu le sais, je t'ai dit qu'à la fin, j'allais te donner 4 points, 4 questions clés qui vont t'aider à développer ça. Parce que moi, le pire de tout pour moi, ce podcast serait gâché pour une seule et unique raison. Il serait gâché si, au-delà de tout le temps que je t'ai accordé, au-delà de tout le temps de travail que j'ai fait, puisqu'on parlait d'excellence, que j'ai fait à faire les recherches pour créer ce podcast, au-delà de tout le temps que j'ai investi, toute l'énergie que j'ai investie à le faire, purement et simplement, eh bien ce podcast serait véritablement gâché si tu ne mettais pas en application ne serait-ce qu'une petite chose là-dessus. Si tu ne donnais pas la bonne parole en justement faisant perdurer ce travail-là et faire perdurer ces grands principes-là. Donc, de 2 façons. La première, en parlant. La première, en disant, tu sais quoi, j'ai écouté un podcast de Nico sur Business à la connaissance, j'ai appris ça et ça. Tu vois, franchement, je le faisais pas avant, ou je le faisais et je vois que tu ne le fais pas, ça pourrait t'aider. Ou écoute le podcast, ça peut t'aider. Donc, tu vois, en partageant ce podcast, en parlant, mais en parlant des choses que tu viens d'apprendre avec moi, ça pourra aider. Tu vois, viraliser des conseils qui sont des conseils qualitatifs. Et le second point, qui est pour moi tout aussi important que le premier, si ce n'est plus, c'est quoi de mieux que de montrer l'exemple ? Quoi de mieux que de faire ce que tu viens d'apprendre ? Et comment ? En mettant en application. Purement et simplement. Mettre en application les conseils en question. Et pour cela, je vais t'inviter donc à ces fameuses 4 questions qui reprennent les 4 points. Donc le premier point, on a vu puiser le savoir ailleurs. La question à laquelle j'aimerais que tu répondes maintenant,
et mettre en application, c'est où vas-tu puiser ce savoir? Pour cela, quels sont tes domaines de passion? Qu'est-ce qui te plaît? Qu'est-ce qui t'inspire? Ou est-ce qu'il n'y a pas d'autres endroits où tu peux chercher? Tu vois, moi, mes domaines de passion ne sont pas forcément que l'entrepreneuriat. Et je te les partage. Et c'est ça qui fait la richesse de ce partage. Second point, seconde question, on a vu l'expertise. La question est simple. Comment peux-tu t'améliorer? Que peux-tu faire pour t'améliorer? Là, aujourd'hui, demain, qu'est-ce que tu peux faire pour t'améliorer? Qu'est-ce que tu peux faire pour viser toujours un peu plus d'excellence? Tu n'as pas besoin de faire des choses qui soient d'augmenter ton niveau d'excellence de 200%. Si tu l'augmentes ne serait-ce que de 5% demain et que après-demain tu l'augmentes encore de 5% et ainsi aussi de façon progressive, tu vas arriver jusqu'à un niveau d'excellence mais juste incroyable. Donc ça c'est le second point. Le troisième point, on a parlé d'innovation. Eh bien, la question, comment vas-tu innover? Comment innover et plus tout particulièrement, comment vas-tu te démarquer des autres? Comme je te le rappelle, Tony Robbins, il est Tony Robbins parce qu'il n'a pas copié Tony Robbins comparativement aux autres. Comment vas-tu te démarquer ou innover? Qu'est-ce que tu pourrais faire? Et pour l'innovation, rappelle-toi ce que je t'ai dit en amont. L'innovation, c'est pas seulement faire quelque chose de différent, c'est faire quelque chose de mieux, de meilleur dans le sens de meilleur, dans le sens du bien pour tout le monde. Et enfin, la quatrième question qui est liée à la vertu du courage, cette vertu cardinale, c'est qu'attends-tu pour bâtir ton empire? Ah oui, je te pose la question. Qu'attends-tu pour bâtir ton empire? Voilà. Là, tu as tout ce qu'il faut pour réussir. Si tu veux aller plus loin avec moi, abonne-toi à ce podcast. J'imagine que c'est fait. Partage-le. J'ai aussi d'autres conseils par mail qui sont tout aussi qualitatifs. Je t'invite à les suivre. Tu as le lien qui est juste dans la description. Tu ne vas pas le rater. Et si ça peut si vraiment j'aurais un service à te demander, c'est vrai que je le dis pas souvent depuis un petit moment, c'est pour faire en sorte que ce podcast puisse devenir toujours de plus en plus meilleur et soit de plus en plus visible, ces conseils-là, eh bien, laisse-moi une note, de préférence une 5 étoiles, et un commentaire. Déjà, 1, ça me fera plaisir, et 2, ça m'aidera grandement. Je te remercie pour avoir écouté tout jusqu'au bout. J'espère que tu vas mettre tout cela en application, que tu vas diffuser cette bonne parole au maximum autour de toi. C'était un plaisir comme d'hab. Et on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau podcast sur un autre sujet. Je ne sais pas encore quoi. Entre-temps, j'ai déjà pas mal de boulot. Donc ça aussi, c'est un petit teasing. Je suis en train de bosser sur une grosse vidéo YouTube sur ma chaîne Nicopen, sur laquelle je vais te parler de comment devenir riche comme les Médicis. Donc là aussi, j'ai fait un gros travail de recherche. Et alors ça va pas sortir de suite, mais tu le verras sur ma chaîne YouTube. Bref, parenthèse mise à part, c'est pour cela que je ne sais pas encore le sujet du prochain podcast. On verra. D'ici là, je te souhaite une excellente journée, une excellente semaine, une excellente soirée. Et à très vite pour continuer à bâtir ton empire. Ciao. Et voilà, tu viens d'écouter un des épisodes de mon podcast Le business de la connaissance. Alors, si tu veux aller beaucoup plus loin et suivre l'intégralité des podcasts sur ce sujet-là, je t'invite à regarder en description de cette vidéo. Tu trouveras le lien pour pouvoir t'abonner à mon podcast Le business de la connaissance. Et ainsi, on pourra aller beaucoup plus loin ensemble. D'ici là, je te souhaite une excellente journée.